Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de TV Nation Web TV avec Hervé Van Latem. Bonjour Hervé. Bonjour. Un tout nouveau rendez-vous en fait, car ça va être un petit peu différent de l'accoutumée et très différent de l'accoutumée Internet où on fait des petites capsules avec très peu de temps. Ici, on va prendre un petit peu plus le temps justement pour pouvoir avancer un peu, voir ce qui se passe dans l'actualité en grande partie en Belgique, mais on va regarder aussi un petit peu pour voir un peu ce qui se passe en Europe et même en dehors. Et donc, comme ça pouvait se faire il y a encore quelques années, tout simplement, parce que voilà, on a tout simplement envie de pouvoir réinformer de manière générale sur ce qui se passe chez nous et hors de nos contrées. Et donc voilà, pour une toute première, ce sera aujourd'hui. Et on va commencer avec l'information qui est arrivée justement hier, que j'avais préparée, c'est l'affaire avec Netis, avec Publifin, pardon. Avec Publifin, donc les allégations et les accusations de corruption ont été laissées tomber. Et donc nous avons de nouvelles personnes... Oui. Mais en fait, bon non, ce qui s'est passé exactement, c'est que toutes les personnes qui étaient poursuivies pour avoir récupéré de manière indue des financements et de l'argent de Publifin, toutes les personnes qui en fait avaient refusé de rembourser ont été poursuivies et elles ont toutes été acquittées. Donc voilà, alors évidemment, il paraît qu'on ne peut pas discuter ou faire des remarques sur les décisions de justice, mais je remarque quand même que, comme par hasard, chaque fois ça touche de près ou de loin l'appareil du Parti Socialiste, que ce soit à Charleroi, à Liège ou ailleurs. On n'en est pas au premier coup, hein, voilà. Loin de là. Hein. Et à chaque fois ça se termine. Il y a parfois des poursuites judiciaires quand même, un peu, on reste dans un état de droit. Il y a des gens poursuivis un peu et au bout d'un certain temps, eh bien, les gens sont acquittés ou bien le dossier est classé ou bien le dossier est trop long, etc. etc. Et donc voilà, on ne peut quand même pas s'empêcher, lorsqu'on a vu tous les arguments, tous les éléments qui ont été transmis dans les médias, etc., de se demander comment est-ce que c'est possible que des gens soient acquittés dans ce dossier-là. Voilà, maintenant je ne connais pas tout le dossier, mais enfin tout ça, tout ça, plus ça, fait quand même comprendre qu'on est dans un drôle d'état de droit. Oui. Surtout qu'il y a quand même déjà plusieurs personnes qui, dès le départ, même ont accepté de rembourser en disant oui, il y a une erreur de notre part, voilà, on peut, d'une certaine manière, on faut filer le truc comme ça tout du moins. Enfin, voilà, on peut partir sur la base simplement, on pourrait dire simplement, voilà, oui, d'accord, ok, j'ai fait une erreur, on est parti là-dessus, mais c'est pas le cas de tout le monde pour le coup. En fait, voilà, c'est simple, ou bien. À partir du moment où une majorité de gens se sentent tellement mal quand l'affaire éclate qu'ils disent ça va, je vais rembourser, ça veut dire que si même eux-mêmes, non, si les principaux intéressés, la plupart sentent que c'est une drôle de situation, et qu'après ceux qui refusent de rembourser, eh bien eux ils sont acquittés, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tous ces gens ont remboursé s'ils avaient été sûrs d'eux en disant non, ce n'est pas vrai, nous on est dans notre bon droit, on était présents à tout, on mérite ses primes, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont remboursé? Parce qu'ils savaient très bien, c'était à mon avis, que c'était une drôle de situation. Maintenant, bon, je ne connais pas tout le dossier, évidemment, je ne suis pas magistrat, mais tout ça fait quand même profondément désordre. Oui. C'est vrai que c'est une suite, comme vous disiez, une suite aussi d'histoire depuis des années et des années. Bon, voilà, ici, on se trouve dans la région de Charleroi. On a eu la grande histoire de la Carolo. On a discuté un petit peu tout à l'heure en off, la grande époque de Monsieur Van Coenberg. Enfin, voilà, c'est plus d'autres encore, déjà bien avant ma naissance, où mais je pense je n'ai pas connaissance nécessairement. Quand des gens, parfois, comparent la Belgique à l'Italie, par exemple, au niveau de la corruption. Et moi, je dis qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, parce qu'en Italie, de temps en temps, il y a des hommes politiques qui vont en prison. En Belgique, jamais. Ou quasiment jamais. Donc voilà, je pense que la Belgique, aujourd'hui, est un des États, et sans doute peut-être même la Wallonie, la partie wallonne du pays est un des États, je pense, les plus corrompus d'Europe. Oui, bien sûr, il faut le dire. Enfin, je veux dire, je rappelle quand même qu'il y a un ministre d'État, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle André Kos, et il n'est pas mort d'une crise de foie, hein. Il est mort parce qu'on l'a abattu. Alors on sait qui a tiré, mais on ne sait toujours pas, entre guillemets, pourquoi ils l'ont fait. C'est des tueurs à gages. Il
il y a bien quelqu'un qui les a payés. C'est Bien toujours sûr. pas très clair tout ça. Parce que voilà, non seulement c'est un ministre d'État, mais c'est probablement une affaire d'État. Voilà, mais ça c'est un exemple parmi d'autres. Bien sûr. Sans rentrer trop dans le complotisme, mais malgré tout, ça reste une histoire quand même extrêmement... Mais il y a complot, il y a eu. Hein. Quand on paye des tueurs à gages pour abattre quelqu'un, c'est un complot. Oui, tout à fait. Je ne veux pas être complotiste, je voulais dire d'idées qu'on peut lancer complètement, qui seraient farfelues. Là, on est vraiment dans le concret là, dans cette histoire, je voulais dire par là. Voilà, exactement. Et on a attrapé 3 tueurs à gages dont on ne sait toujours pas pourquoi quelqu'un les a payés pour tuer André Tauls. Absolument. Voilà. Maintenant, effectivement, bon, ça c'était une affaire excessivement grave. Ici, c'est public fin, il n'y a pas mort d'homme, mais enfin, voilà, il y a quand même des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros d'argent public qu'on a distribué quand même de manière un peu curieuse. Et alors maintenant, évidemment, c'est l'affaire Stéphane Moreau. Quoi. Moreau, enfin, Netis, tout ça. On est reparti de nouveau dans la même chose, ça terminera de la même manière, on le sait d'avance. Voilà. Et le type, en attendant, il a gagné beaucoup d'argent. Bien sûr. D'argent public. Bien sûr. J'en arrive du coup à la deuxième question. C'est une chose que énormément de personnes ressortent très souvent lors de discussions. C'est... les gens, tout du moins en Wallonie et même à Bruxelles, les gens me disent de plus en plus souvent, ça ne sert plus à rien de voter en fait. Il y a une mafia derrière, on vote, on peut voter n'importe qui, et puis au bout du compte, qui est 10%, 15%, 20%, ils se mettent quand même autour d'une table, ils décident que lui ne va pas à la table, et on se décide quand même entre nous qui fait quoi, qui fait pas, et on ne suit strictement rien. On a des gouvernements qui sont plus minoritaires, et donc voilà, vous en pensez quoi, vous, de cet état constitutionnel, si je peux aller jusque-là, avant tout, je dirais que les gens qui ont l'impression qu'ils ne votent pour rien, c'est peut-être parce qu'ils votent tout le temps pour les mêmes et pour les partis traditionnels. Pour souvent pas de bonnes raisons, hein, des raisons peut-être de clientélisme, peut-être des raisons de tradition, d'habitude, d'intérêt personnel, etc. Donc peut-être qu'ils devraient faire attention eux-mêmes et essayer de voter pour des partis moins traditionnels. Ça c'est de un. Maintenant, vous avez tout à fait raison, on sent bien, d'abord il y a un déficit de démocratie en Belgique, c'est-à-dire que les petits partis, pour voter pour un petit parti, encore faudrait-il savoir que le petit parti existe. Bien sûr. Et lorsque, en Belgique, il y a... Ce qui fait un peu la différence, par exemple, entre un parti qui n'est pas traditionnel, mais à l'exact, on va dire, en voyant la vision qu'on pourrait donner journalistique, à l'exact opposé de Nation, qui serait que serait le PTB, qui est un parti stalinien, donc communiste, et qui malgré tout a quand même un petit peu plus de pub malgré tout que Nation et un petit peu plus le droit de s'exprimer. Donc en Belgique, il y a trois clans. Hein. Il y a les partis traditionnels, il y a les partis non traditionnels mais politiquement corrects, et puis il y a les petits partis, pas traditionnels et pas politiquement corrects. Quand vous êtes dans ce dernier sac-là, c'était le cas de Nation, pas le cas du PTB, qui lui serait plutôt pas traditionnel mais politiquement correct. Quand vous êtes dans le troisième sac, on ne parle même pas de vous, jamais. C'est-à-dire, une des raisons pour lesquelles, normalement, un petit parti participe aux élections, même s'il n'a guère d'illusions sur ses chances, c'est pour se faire connaître. Bien sûr. Partout, tout le monde vous dit ça, et c'est vrai, c'est pas faux, parce que même par votre propre travail militant sur le terrain, et on l'a vécu avec Nation, une distribution massive de tracts, des affichages, ça vous attire de l'attention. Mais évidemment, ce serait bien mieux d'aller dans les médias, même un tout petit peu. Or, maintenant, on est dans un blackout médiatique absolu. Hein. Aux dernières élections, des journaux refusaient même de citer le nom de Nation. Ils disaient, il y a une liste d'extrême droite, mais nous ne la citerons pas parce que la question, c'est que les journalistes c'est invocable. Pour eux, l'extrême droite, ça en gros, pour eux, c'est ça. C'est tout ce qui n'aime pas l'immigration. C'est ça, pour eux, le vocable extrême droite. S'ils veulent mettre Nation dans ce sac-là, moi j'ai pas de problème, puisque effectivement, Nation est opposée à la politique immigratoire. Ça, on est bien d'accord. Maintenant, le problème, c'est ça. C'est si vous êtes opposé à l'immigration d'une manière ou de l'autre, même le Parti populaire à l'époque, vous êtes d'extrême droite et donc on ne parle pas de vous. Et ça, c'est quand même très curieux dans une démocratie. Et donc, après ça, pour donc revenir à la question originale, comment voulez-vous que les gens aient envie de voter, puis s'ils se disent de toute manière, soit ils veulent voter pour d'autres partis que les partis traditionnels, mais ils ne savent pas qu'il y en a, parce qu'ils n'en entendent jamais parler. Soit, effectivement, même s'ils votent pour certains partis moins traditionnels, ils voient quand même que c'est toujours la même bande qui reste au pouvoir. Si on prend les résultats fédéraux, eh bien, il y a les deux grands partis qui ont gagné ces élections, c'est le Vlaams Belang en Flandre, et c'est le PTB, il faut le reconnaître, en Wallonie, qui ont gagné dans le sens
qui ont eu la poussée la plus spectaculaire. Et aucun de ces deux partis n'a aucune chance d'être au gouvernement fédéral. Ça ne va pas. Et c'est tous les perdants qui sont en train, et encore, ils sont tellement, les résultats sont tellement mauvais qu'ils sont en train d'essayer de construire des trucs, les uns avec les autres, etc., etc. Comment voulez-vous, effectivement, qu'après ça, les gens aient encore envie de voter? Donc, pour résumer, le déficit de démocratie et effectivement cette impression que c'est tout le temps la même bande qui négocie entre elles, et en plus pour un résultat aussi pitoyable que ce qu'on voit maintenant. Donc, les élections, c'était le 26 mai, on est presque le 26 décembre, et toujours pas l'ombre d'espoir d'un gouvernement fédéral. Et effectivement, plein de gens disent ça ne sert à rien de voter. Seulement, je voudrais quand même insister là-dessus, parce que c'est effectivement une réaction qu'on a souvent quand on va sur les marchés, etc., avant les périodes électorales, et on voit des braves Belges, des belgo-belges, comme on dit, qui nous disent « Oh, moi, ça ne m'intéresse plus ». Qu'ils se rendent bien compte que si eux ne votent plus, il y en a d'autres qui vont les voter à leur place. Et qu'il y a un vote communautariste évident, je ne vais pas faire de dessin, je suppose que tout le monde a bien compris, il y a un vote communautariste très fort. Et si les Belgo-Belges arrêtent de voter, eh ben déjà maintenant, d'autres vont voter à leur place. Donc ils réfléchissent bien à faire ça. C'est déjà le cas, par exemple à Bruxelles, entre autres. Partout. On sait bien où sont les réservoirs de voix du PS, on sait bien où sont les réservoirs de voix du CDH. Voilà, bien sûr. Tout à fait. Absolument. D'ailleurs, c'était, vous parlez justement du gouvernement qui ne se forme pas. C'était un peu une suite de la question où j'en avais une autre. C'était aussi, c'est beaucoup de discussions où les gens avant disaient, on ne vote pas justement parce que c'est toujours les mêmes, et maintenant c'est pourquoi on voterait. Ils n'arrivent quand même pas après le vote, malgré tout, à former un gouvernement. On est la risée du monde. En gros, c'est ça. En tout cas, c'est ce que je disais. Non seulement ils sont incompétents en termes de sécurité, ils sont incompétents en termes d'économie, mais ils sont même incompétents en termes de magouiller entre eux. Même ça, ils n'arrivent pas. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont créé un État tellement compliqué, avec des règles tellement compliquées, évidemment, ça devient effectivement un casse-tête. Il doit y avoir des solutions à ça. Une des solutions, c'est par exemple qu'il y ait de nouveau, comme nous venons d'ailleurs de faire il y a quelques semaines avec des camarades flamands, c'est de lancer ce qui est de nouveau des partis nationaux. Parce que tant qu'il y aura des partis nationaux et qu'il y aura en tous les cas une liste nationale où on pourra voter d'Arlon à Ostende, là, peut-être que certains hommes politiques arrêteront de ne penser qu'en fonction de leur communauté. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'allier au fédéral? C'est parce que, évidemment, chacun veut jouer par rapport à ses propres électeurs, au gars qui a le mieux protégé sa propre communauté. Le problème, il faudrait quand même rappeler que juste à Nouvel-Ordre, on est en Belgique. Et donc, je pense qu'une des pistes, ce serait de recommencer avec des listes, des partis nationaux. Qui sont unitaires, et au moins la possibilité d'avoir une liste nationale pour laquelle on pourrait voter d'Arlon à Namur. Et là, vous voyez que déjà, même dans les prises de position, ça évoluerait beaucoup. Oui. Mais ça, je vais un peu rebondir là sur ce que vous parliez avec la liste nationale. Peut-être beaucoup de personnes ne sont peut-être pas au courant ici de l'alliance qui s'est formée ici avec la NSA. Vous pouvez en dire peut-être un petit peu plus en incartade, on va dire, à ce qui était prévu? Oui, donc il y a déjà quelques temps, donc, on collaborait avec un petit mouvement flamand qui s'appelle la NSA, donc la Nouvelle Alternative Solidariste. Et on a réfléchi à tout ça et on s'est dit qu'effectivement, je rappelle quand même qu'il y a 30 ans, le Parti Socialiste était, 30 ou 40 ans, je ne sais plus, mais le Parti Socialiste, il y avait un Parti Socialiste. Absolument. Flamand, wallon, tout le monde était ensemble, même chose avec le Parti Social Chrétien, etc. Tout à fait. Et donc, tous ces partis après se sont régionalisés, et là les problèmes ont vraiment commencé. Et donc nous on pense qu'à un moment, il faudrait en revenir à ça, à revenir avec des partis nationaux, enfin unitaires. Et pourquoi? Parce que le problème, on en est où? On en est arrivé à un tel délire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de nous diviser entre wallons et flamands, mais en plus, il y a des gens qui, par exemple en Flandre, disent eh bien, nous n'allons plus financer les wallons, ce que je peux comprendre, mais qui sont quand même des Européens, des gens qui sont au niveau de l'identité assez proches des flamands, mais par contre, si quelqu'un vient de très 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 loin et qu'il parle notre langue, avec lui on va être solidaire. Ça, c'est quand même, NVA y compris, oui, bien sûr. C'est quand même, il y a un non-sens là quelque part. Ils sont prêts à dire, on veut se désolidariser de nos voisins avec lesquels nous partageons toute une série d'identités, de valeurs.
Et puis une très longue histoire, qui est plus longue que la Belgique unitaire de 1930-1931. Hein. Voilà. 1831, pardon. Voilà. Mais donc, on veut plus être solidaire avec ces gens-là, qui sont quand même, font partie du peuple européen, mais on veut bien être solidaire avec des gens qui viennent de très loin, sous prétexte qu'ils parlent notre langue. Enfin, ou leur langue. Ça, on n'accepte pas, évidemment. Et donc, on pense que il faut une solidarité, mais comme on l'a toujours dit dans notre définition un peu actualisée du solidarisme, nous sommes pour la solidarité envers ceux qui le méritent, mais dans le cadre de la nation. C'est ça qui est important. Et dans ce cadre-là, on s'est dit que c'est bien de le dire, c'est mieux de mettre les choses en pratique. Et une des manières de mettre ça en pratique, c'était de créer un parti national. Et donc, depuis quelques jours, depuis quelques semaines maintenant, il existe un parti national qui s'appelle National Beweging, donc en néerlandais, mouvement national, nation en français. Et nous sommes le même parti. C'est pas une branche, c'est le même parti. C'est-à-dire, si demain, la moitié des cadres doivent être néerlandophones, ils seront néerlandophones. Si la moitié doit être francophone, ils seront francophones. Si 9 sur 10 doivent être francophones, on ne choisira pas les gens en fonction de leur quota linguistique, on choisira les gens en fonction de leur capacité. Et si demain l'entièreté de la direction est en français, ce qui est le cas aujourd'hui, à une exception près, ce sera comme ça. Mais si demain il y a des gens formés, bilingues, etc., voilà, on ne choisira pas en fonction de leur langue, mais en fonction de leur capacité. Donc, nous n'avons pas une aile flamande où il n'y a pas une aile francophone, il y a un parti national, avec des gens qui peuvent être membres d'Arlon à Ostende, et qui veulent effectivement pousser à ce que j'ai dit ici, c'était la solidarité envers ceux qui le méritent, bien entendu, mais dans le cadre de la nation. Et voilà, et après on verra pour les autres. Mais peut-être commencer que les gens les plus proches les uns des autres, soient solidaires entre eux. Oui, bien sûr. Ça m'amène justement, et c'est très bien aussi sur la question suivante, justement, beaucoup de gens disent aujourd'hui que l'on vit les derniers jours, voire les derniers mois peut-être, de l'État belge. Par exemple, pour ma part, travaillant assez fréquemment sur Anvers, et étant le wallon on va dire, de la bande de l'équipe, on aime bien se vanner, et voilà, souvent c'est un peu, bientôt on se verra plus, il faudra passer la frontière. Et même en Wallonie, c'est aussi une peur aussi chez les Wallons qui... il faut l'avouer, on est quand même dépendant de la Flandre économiquement, donc voilà, on parle souvent confédéralisme, séparation totale. Moi je pense que si demain il y avait un référendum en Belgique sur le fait de l'indépendance de la Flandre, et de la Wallonie, je pense que même en Flandre, une majorité des gens voteraient contre l'indépendance. Par contre, effectivement, ils voteraient sans doute pour encore plus d'autonomie. Et le problème, ce qui se passe aujourd'hui, démontre bien en fait, c'est pas seulement un problème de langue, c'est aussi un problème de mentalité. Vous avez en Flandre 60% des gens qui votent, pour résumer, conservateurs, et en Wallonie, pour résumer, il y a 60% des gens qui votent progressistes, à gauche. Et donc, forcément, il y a un vrai problème qui démontre qu'à un certain moment, quand il y a une telle différence de mentalité, il y a deux options. Ou bien on reprend des partis nationaux, et là où il faut prendre... il y a une équipe qui va se refaire au niveau électoral, et là ce sera vraiment le suffrage universel, et ce sera, je veux dire, ce sera le plus grand nombre qui compte, peu importe sa langue. Hein. Bien sûr. Ou bien, alors effectivement, il faudra penser au confédéralisme, oui, bien sûr. On en arrive vraiment à un niveau très poussé. Je trouve en termes de discussion, ça n'a jamais été autant. D'année en année, il y en a de plus en plus chaque année les discussions. Je ne dis pas par là qu'il va y avoir, c'est aussi des discussions. Je pense que c'est un peu manière d'essayer des fois de grappiller une chose ou une autre, d'un côté ou de l'autre aussi. C'est aussi un petit jeu. Donc d'un côté, vous avez les nationalistes de la NVA qui jouent c'est comme dans un couple. Hein. Je suis prêt à divorcer. Et je vais maintenant quitter le domicile conjugal si ça continue. Et vous avez de l'autre côté les gens qui disent divorce, j'ai pas peur. Hein. Mais en fait, non, j'espère qu'il ne va pas faire ça. J'espère qu'il va pas faire ça. Absolument. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi un petit jeu. Chacun roule des mécaniques par rapport à sa propre communauté. On en revient toujours à la même chose. C'est une pièce de théâtre, chacun pour son propre public. Et tant qu'il y aura ce côté, il faut par exemple une majorité en Flandre, une majorité en Wallonie, il faut ci, il faut ça, etc. Et que surtout, tant qu'il y aura des élections dans les élections, c'est-à-dire, on l'a bien vu, les parlements régionaux se sont mis assez vite en place, pas le Parlement fédéral. Donc il faut trouver une autre structure qui permette qui fasse en sorte que les politiciens ne doivent pas seulement rendre des comptes à leur propre communauté d'origine, mais doivent aussi
éventuellement rendre des comptes par rapport à l'autre communauté. Pour ça, il faut des listes nationales et des partis nationaux. Mais là, effectivement, pour l'instant, c'est un petit jeu des uns contre les autres. Chacun veut jouer au dur par rapport à son opinion publique. Mais à ce petit jeu-là, cette pièce de théâtre, 1 mois ça va, 2 mois, on en est à 6 mois, il y a quelque chose qui doit se passer maintenant. Oui, et surtout que on est quand même en état d'urgence par rapport à énormément de choses, économiquement, socialement, et pendant toutes ces discussions, ces péroraisons, il ne se passe rien. Et à côté de ça, voilà, on a un peu les chiffres qui sont tombés. On a quand même la Belgique. Je reste sur la question aussi, et c'est une chose qui je trouve très choquante, c'est que dans la question, est-ce que la Belgique est en train d'en vivre les derniers jours, nous avons quand même presque 100 000 Belgo-Belges chaque année qui quittent le pays, en grande partie les cerveaux de ce pays qui sont les ingénieurs, les scientifiques, donc les gens qui apportent de la richesse et qui peuvent créer des sociétés, ce genre de choses-là, quittent la Belgique et quittent même l'Europe en fait, ou partent en Europe de l'Est, mais en grande partie c'est l'Amérique du Nord, l'Australie, Hong Kong, bien que je sais pas pour le moment avec les histoires qu'il y a là si ça va continuer, mais voilà, ces derniers temps c'était dans ces eaux-là, on est en train de perdre les personnes qui ont fait notre richesse durant des siècles en fait. Mais ça c'est un autre problème, je pense que c'est lié à la gestion, à la situation financière, à partir du moment où si vous travaillez dans votre pays d'origine, mais que vous pourriez avoir un bon salaire, mais que la moitié de ce salaire est ponctionné pour les impôts, pour ci, pour ça. Mais même à plus que ça. Hein. Voilà. Et donc, même pour les petits salaires. J'en ai pas un très grand. Et qu'à côté de ça, parce que vous avez des fonctions un peu sensibles, oui, bien sûr. et on vous approche pour aller travailler au Canada, aux États-Unis, bon, j'aime pas trop l'économie américaine, mais il faut lui laisser qu'elle est ouverte. Bien sûr. Et que là, et que vos salaires, vous en profitez complètement. Après, ça vous à gérer. Oui. Mais en attendant, évidemment, si je suis, je sais pas moi, ingénieur en quelque chose, et que j'ai le choix entre aller travailler pour une société installée dans la région wallonne, où je sais qu'il y a des problèmes, où je sais que je vais devoir payer la moitié de mon salaire va partir en impôts, où je sais qu'il peut encore y avoir des plans de restructuration. Mais qu'on me dit à côté de ça, je peux partir dans un grand pays, dans des entreprises qui ont des moyens importants en technologie et où je serai mieux payé. Oui, évidemment. C'est un retour que j'avais eu d'un couple d'amis qui est parti en Amérique du Nord, parmi d'autres d'ailleurs. C'était en gros, c'était, je vais condenser la discussion qu'il m'avait dit, mais c'était à choisir entre le marxisme et le libéralisme. Je préfère encore partir là-bas. Au moins, c'est chacun pour soi, mais je vais me débrouiller de par moi-même ici. Bon, je dois me débrouiller de par moi-même, et en même temps, c'est marche ou crève, et ici c'était marche et crève en fait, en gros. C'est terriblement humain comme réaction, mais c'est quand même très dangereux, parce qu'effectivement, tant que tout va bien, tout va bien. Bien sûr. Le jour où ça va mal, on est bien d'accord, mais c'était... Et c'est pour ça que, et ça c'est notre définition du solidarisme, nous on pense qu'entre le marxisme, c'est même plus le marxisme, mais enfin entre le socialisme... Oui, bien sûr. C'est le socialisme qui fait d'une société d'assistés et une société du marche ou crève, il doit bien avoir un juste milieu, une troisième voie, et ça c'est notre voie, on doit pouvoir être solidaire, il faut une certaine liberté, il faut pouvoir d'entreprendre, évidemment, pour les PME. Il faut évidemment aussi pouvoir être solidaire avec ceux qui le méritent, mais dans le cadre de la nation. Mais d'un autre côté, on doit aussi pouvoir... l'État, les frontières, le fait que, pas cet État-ci, mais qu'un État normal soit le dernier garde-fou et soit le contrôle ultime à certaines choses, peut empêcher que les grosses multinationales fassent tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs ce que les multinationales essayent de faire, c'est de détruire les frontières. Avec le TTIP, vous savez que bientôt, quand une compagnie, une loi ne plaira pas à une compagnie, elle pourra citer un État devant un tribunal qui pourra obliger l'État à changer sa loi parce qu'elle ne plaît pas aux multinationales. Donc l'État, c'est normalement, pas en Belgique, mais l'État, c'est normalement le dernier rempart, des gens plus humbles, de la population, du peuple. Et donc, effectivement, nous sommes pour une certaine liberté d'entreprendre, on est pour être solidaire avec ceux qui le méritent, dans le cadre de la nation, mais nous aussi pour une vraie troisième voie où quand même
l'État garde un œil, in fine, qu'on ne puisse pas faire tout et n'importe quoi. Je ne parle pas de communisme ici. Oui, bien sûr. Je parle que l'État doit être un régulateur beaucoup plus fort. Mais d'ailleurs, je remets là-dessus, pour réavancer, en Wallonie aujourd'hui, dans les chiffres, factuels, délivrés par l'État fédéral, donc nous avons plus ou moins 3 600 000 habitants en Wallonie, donc je parle uniquement pour la Wallonie, et nous avons dans ces 3 600 000 personnes vivant en Wallonie, il y a en tout et pour tout 1 500 000 personnes qui travaillent. Donc dans les 2 100 000 restants, il y a bien entendu les pensionnés, les enfants, handicapés, chômeurs, CPS et blablabla. Mais pour un système social tel qu'on l'a connu avant, ça veut dire qu'il y a un tiers des personnes qui doivent payer de l'impôt, des taxes pour les quasiment 2 tiers autres. Et donc du coup, il y a vraiment cette paupérisation. D'ailleurs, on le voyait déjà, cette pauvreté déjà grandissante chez les personnes qui n'ont pas d'emploi, par exemple, mais c'est devenu le cas pour des gens comme moi qui sont simples employés, où les mois sont justes. Le 8 du mois, c'est devenu très compliqué, même si j'ai pas envie de me plaindre pour le coup, mais oui, mais c'est ce que vous disiez, ça explique évidemment qu'il y a plein de gens qui ont envie d'aller faire autre chose ailleurs, bien entendu. Maintenant, par rapport au problème, au système social dans lequel on a vécu, je pense qu'il n'est pas mal du tout. Le problème, c'est qu'il a été totalement détourné de son origine, et que donc, aujourd'hui, ce système social tient à bout de bras non seulement la population belge, mais aussi toute une série de gens issus d'immigration. Et je pense en particulier à tout ce qui est illégaux, à tout ce qui est ces nouveaux migrants, etc., etc. Alors évidemment, il y a des gens qui sont arrivés ici et qui travaillent ou qui ont amené en tout cas plus-value. La question n'est pas là. Mais la question, c'est qu'il y a toute une série de gens qui sont arrivés ici, n'ont jamais cotisé 1 euro de leur vie, et aujourd'hui profitent, il n'y a pas d'autre terme, en tout cas reçoivent une aide sociale, et ça ne va pas. Bien sûr. Donc je pense déjà, si on commençait à régler ce problème-là, je pense que l'immigration, enfin la mauvaise gestion de la politique d'immigration autour des sans-papiers, des migrants, etc., coûte énormément cher à notre système social. Je suis désolé, c'est pas une question de ne pas vouloir être solidaire, c'est qu'à un certain moment, quand vous arrivent des gens qui n'ont jamais cotisé, qui probablement ne cotiseront jamais, et voir arriver toute une série de gens que l'on tient à bout de bras, eh bien tout ça coûte très cher. Donc les errances, mais pas que récentes, déjà d'avant la petite immigration, font que effectivement c'est un poids financier énorme. Si on arrêtait ça, eh bien déjà tout de suite vous verriez qu'il y aurait un rééquilibrage. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est en faveur de la rémigration, parce qu'on pense que si quelqu'un part volontairement, eh bien même si l'État belge lui donne de l'argent, in fine, ça lui coûtera beaucoup moins cher que de continuer dans cette situation ubuesque qui se déroule actuellement. Et donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense effectivement, c'est pas le système social qu'il faut changer. C'était pas mon propos. Non, mais c'est la gestion par le gouvernement. Au-delà même du problème d'immigration, quand on voit les milliards qui sont dépensés pour une kyrielle d'ASBL, pour une kyrielle d'opérations de ceci, de cela. L'autre jour, j'ai entendu que la Belgique donnait de l'argent pour le tribunal international de je ne sais plus quel, qui jugeait les crimes dans je ne sais plus quel pays, dans lequel on n'a rien à voir. Quand la Belgique donne de l'argent pour aider tel pays, oui, mais attendons, il y a un moment où on est dans une situation totalement délirante qui fait que on ne sait pas nourrir nos propres enfants, mais on donne de l'argent aux enfants du voisin. Mais c'est quoi cette histoire? Il n'y a aucun pays au monde qui fait ça. C'est vraiment tous les deniers publics de manière globale en Belgique et depuis des décennies où... on parlait tout à l'heure des travaux non finis et tout ça. Sans compter, voilà. Quand on parle de faire des économies, eh ben, les histoires avec Publifin, Netis, toutes ces intercommunales, etc., etc. Si on nettoyait tout ça, mais de l'argent on en aurait. Et le système social, eh bien, on pourrait le pérenniser avec peut-être des évolutions, parce que bon, la démographie change, toute une série. Bien sûr. Mais en attendant, le gros de ce système social, on pourrait le sauver. Mais ici, la Belgique est un État qui est en faillite virtuelle. Tout le monde sait que les 3, 4, 5 derniers mois de l'année, l'État vit à crédit et va chercher de l'argent dans des fonds de pension pour payer voilà, jusqu'au jour où tout ça va très mal se terminer.
Oui, bien sûr. On en arrive vraiment à ça. Et alors, il y a terminé aussi tout ce qui s'est passé il y a 11 ans, la crise en 2008, tout l'argent qui était également injecté aussi dans les banques. On se rappelle de Belfius, c'était encore Dexia à l'époque, je ne sais plus exactement. Mais c'est toujours aussi, voilà. C'était aussi des... Le problème, c'est que nos politiciens sont soumis au... ça aussi, c'est une grande différence dans ce que nous voulons. Nous voulons, pour nous, le politique doit tout diriger. Il doit diriger l'économie, enfin diriger. Et les hommes politiques doivent fonctionner en fonction des valeurs politiques et pas sous l'influence du monde financier, du monde économique. Protection de leur population. Voilà. Et ici, c'est totalement l'inverse. Les hommes politiques sont totalement soumis aux diktats du monde économique et financier. Et alors, on se retrouve dans une situation pareille où, quand ça va mal, les banques demandent de l'argent à l'État et ils lui donnent. Et quand ça va bien, la banque donne l'argent pour elle, elle ne donne pas à l'État. Absolument. Et donc ça ne va pas. Parce que c'est quand même la population belge qui s'est endettée pour sauver des banques qui avaient... Elle fait des erreurs. Nous, on n'avait rien fait de mal, en fait, au bout. Si vous êtes un petit entrepreneur et que vous faites des erreurs de gestion, vous tombez en faillite, tant pis. Vous payez toute votre vie. Voilà. Et là c'est nous encore qui devons... Ça ne va pas. Absolument. Et on en arrive à un point tel, aujourd'hui... c'est le cas dans mon entourage et c'est mon cas personnellement aujourd'hui, et je reviens, vous disiez, voilà, avec les enfants, payer ceci, payer cela, où voilà, on est dans un ménage avec 2 personnes qui travaillent, donc on pourrait dire qu'on est 2 chanceurs d'avoir, voilà, on fait partie des 1 500 000 Wallons qui ont le droit de travailler. J'ai dû lancer et essayer de trouver un deuxième boulot pour m'assurer de pouvoir payer tous mes boulots. Donc je pars dans mes semaines. J'ai l'exemple, j'en ai un petit peu, voilà, je parle un peu de ma vie pour le coup, mais c'est un exemple, je pense, parlant, parce que du coup, là, je le vis moi réellement. Voilà, vous faites de nombreux trajets toute votre semaine et avec un petit bout, mais le dernier jour de la semaine, le seul jour où vous pourriez profiter de votre enfant, voilà, vous allez faire coursier, vous allez faire ceci. J'ai des amis qui font coursier qui à ce moment-ci sont en train de mettre des gazettes dans les boîtes aux lettres. J'ai dû me trouver également un nouveau boulot qui va démarrer tout début janvier parce que j'ai besoin d'un 6e jour de travail pour pouvoir payer la voiture qui me permet d'aller au boulot, payer la maison que j'ai ici avec un petit emprunt de 450 €, c'est même pas un grand montant. Le système capitaliste est rentré dans c'est notre analyse, dans sa phase finale, qui tôt ou tard, ça va imploser. Mais en plus, en attendant, il va y avoir la disparition de ce qu'on appelle la classe moyenne. Et elle est en train de disparaître. C'est normal. Il y a encore 30 ans, un couple où les 2 personnes travaillaient vivaient pas mal. Oui, bien sûr, c'était le cas de mes parents, par exemple. Tandis que maintenant, c'est fini. C'est fini. Et aujourd'hui, les gens s'en servent encore parce que, justement, papa, maman, on fait des économies, on joue là-dessus. Mais la prochaine génération, il n'y aura plus. Les économies seront passées dans d'autres choses. Et déjà, même pour les gens de la génération de mes parents aujourd'hui, avec les pensions telles qu'elles sont aujourd'hui, et sans plus avoir de maison à payer, les économies de mois en mois sont enlevées. Donc, je ne suis même pas tout à fait sûr que, en parlant de ma génération à moi, entre guillemets, on en profitera de ce que les parents ont pu mettre de côté. Parce que nous, on ne sait déjà plus mettre de côté, les parents ne savent plus le faire non plus. Pour ceux qui ont ma chance, voilà, d'avoir eu des parents qui travaillaient tous les deux, et d'avoir cette chance de cette éducation et tout ça, d'avoir un fils qui lui a la chance d'avoir des parents qui travaillent, qui peuvent quand même lui offrir un confort, mais derrière ça, je ne sais pas si ça va tenir sur 20 ans pour le coup, et tout doucement, on devient aussi également soi-même pessimiste sur le coup, donc ça devient vraiment très compliqué. Il y a vraiment cette vraie paupérisation, où vraiment on en arrive à ce système à l'américaine, du coup, avec les très riches et les très pauvres, quoi. On est en train de vivre les derniers moments de cette classe moyenne ici pour le moment, quoi. Ah, voilà, c'était pas vraiment une question pour le coup. Mais voilà. Mais oui, et alors, du coup, pour y enchaîner aussi là-dessus, de ce qu'on en dit également de la Belgique, c'est également le cas dans énormément de pays européens. Et pour changer un petit peu de discussion, on voit en France, les problèmes aussi sont énormes. On a vu ici, on a 58 actes à ce jour à Paris au niveau. Et j'ai beaucoup de retours aussi ces derniers temps sur le fait que voilà, l'année prochaine, la Deutsche Bank, ça risque d'exploser. Et ça va foutre au trou complètement l'Union européenne. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, on n'est pas devin. Le problème, c'est que si une grosse banque comme ça s'effondre, c'est le risque de domino. Et donc l'une et l'autre va s'effondrer. Si à un moment, contrairement à ce qui est arrivé avec l'histoire des subprimes il y a quelques années, si à ce moment-là, il n'y a pas quelque chose comme ici on parle au niveau international, mais c'était la Réserve fédérale américaine qui, alors en violation de ses propres dogmes, a aidé une entreprise. Il y en a une qu'elle a laissé tomber, qui est tombée en faillite, mais là, il y a eu un début d'effet de domino, et tout d'un coup, on a aidé une autre entreprise pour qu'elle ne tombe pas en faillite.
Mais imaginons que la prochaine fois, ils ne fassent pas ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes ces banques, même Deutsche Bank, ce n'est pas seulement un problème européen, toutes ces banques sont liées les unes avec les autres dans des consortiums ou avec des relations qu'ils ont ensemble, etc. S'il y en a une qui tombe, suivie d'une deuxième, il risque d'y avoir un mouvement de panique. Et le mouvement de panique, c'est que toutes les banques vont dire, bon, maintenant, rendez-moi mon argent, ou rendez-moi ce que je vous ai prêté, j'ai besoin de l'argent. Mais le problème, cet argent, tout est virtuel maintenant. Vous savez, quand vous déposez votre argent sur votre compte en banque, c'est comme si vous mettiez dans un grand pot commun, dans lequel la banque prend pour investir, pour faire ci, pour prêter, pour... Ce ne sont que des chiffres sur un écran, après, si demain, il y a un mouvement de panique et qu'il y a 20 000 clients qui, le même jour, disent « je veux mon argent maintenant », là, il y a un problème. Parce que cet argent-là n'est plus là. Et donc... Et puis du jour au lendemain, si la banque ferme, plus personne n'a plus rien non plus. Voilà. Et donc, en plus, qui prête aux États quand il y a des déficits pour payer les couvertures sociales, etc. Et donc, je répète, si une banque tombe et qu'à un moment il y a un effet de panique et de domino, ça peut être une catastrophe et le système, comme on le connaît, n'existera pas. Donc voilà, avec la situation de la Deutsche Bank, on a un peu sorti aussi de la situation vraiment belgo-belge. On va voir peut-être un petit peu plus haut avec la situation au niveau de l'Union européenne. Donc dernièrement, on a eu le Brexit qui a entre guillemets été revoté une deuxième fois et voilà, en gagné encore avec un petit peu plus de pourcentage, grande victoire de Boris Johnson. Et il y a beaucoup de on-dit de nouveau, même à travers les journaux, voilà, où on a également l'Italie, la Pologne seraient tentées par ici pas à pas à quitter justement l'Union européenne. On en est où au niveau de l'Union européenne de ce fait-là? On a un peu l'impression que c'est en train d'exploser. Totalement. Il y a un moment où, oui, quand on se moque des peuples, il ne faut pas s'étonner que les peuples réagissent. Et je pense que nous dirigeons au truc, voilà, l'Union européenne sous cette forme-là, c'était accepté et c'était écrit dans les tables de la loi et de l'histoire. Eh ben non, Dieu merci. Et donc voilà, et les gens se sentent, la population justement a cette même impression. C'est quand on parle de l'Union européenne, on parle de quoi en fait? Je ne parle pas du concept européen. Je suis pour qui est une idée très louable en plus au départ. Mais l'Union européenne, c'est quoi? C'est l'union des forces économiques et des forces financières. Et là, les gens le ressentent. Et ils se retrouvent tout d'un coup orphelins d'un État qui ne les protège plus parce qu'ils comprennent que dorénavant, des instructions sont données de Bruxelles dans le sens de l'Union européenne, et que les politiciens nationaux sont garde à vous. Sont garde à vous par des gens qui ne sont pas directement élus. Et donc ça ne va pas évidemment. Et les gens le ressentent de plus en plus mal. Si on rajoute évidemment la crise économique, eh bien les gens ils veulent s'en aller, bien sûr. C'est quand même fou parce que malgré tout, nous en tant que Belges, mais on pourrait dire pareil même pour les Français qui sont très, très souverainistes, même beaucoup plus d'ailleurs, ou les Italiens, ils se sentent malgré tout très européens malgré tout. Donc il y a quand même, on en revient un peu à cette idée, un peu à la Thiriard. Oui, mais bien sûr, mais l'Europe... Il y a vraiment ce sentiment d'être européen et pourtant ça ne marche pas. Oui, mais non, le problème c'est que l'Union européenne, c'est tout sauf l'Europe. L'Union européenne, je le répète, c'est simplement un organe de gestion financière et économique par les forces de l'argent. Voilà, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Europe que vous parlez de Thiriard ou d'autres. Je ne suis pas persuadé, tout le monde sait qui est Jean Thiriard, mais je veux dire, que ce soit sa conception ou l'autre de l'Europe, il y a plein de gens qui ont une conception de l'Europe, mais une conception charnelle, civilisationnelle, identitaire, mais pas économique. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a juste des technocrates qui vous expliquent que vous, en tant qu'agriculteur wallon, vous ne pouvez pas faire des patates de plus d'autant de centimètres. Ouais. Et les Italiens qui ne peuvent pas faire des patates de il faut vendre le lait à tel montant, voilà. Le litre. Voilà, mais des gens qui n'ont jamais travaillé une fois de leur vie dans un champ. Voilà, et ce ne sont plus que des règlements européens et des consignes qui viennent on ne sait pas d'où, on ne sait pas décidé par qui, dit maintenant la ligne ça va être comme ça, la ligne ça va être comme ça. Et ça les gens le refusent et je pense que c'est une bonne chose, mais ça effectivement ça n'a rien à voir. Moi je suis européen dans le sens je me sens européen sur un côté civilisationnel, identitaire, voilà, par rapport aux valeurs, par rapport à l'histoire, par rapport à la civilisation. Je ne me sens pas européen au point qu'un gars qui qu'un gars qui est dans un bureau on ne sait pas où décide de ma manière de vivre. Ça je ne suis pas européen comme ça.
Malheureusement, il y a Bruxelles et l'Europe de Bruxelles qui Voilà. n'est pas l'Europe, quoi, au bout du compte. Ok, d'accord. Mais on peut regarder aussi peut-être un niveau peut-être un peu plus international. Ici, ben voilà, on est en pleine procédure d'impeachment. C'est une chose pas spécialement bien comprise en Belgique parce que c'est pas vraiment une destitution, c'est une motion de censure, mais on appelle ça comme ça. Si, non, hein, donc, non, C'est une motion de censure, non. hein, l'impeachment. Ce n'est pas une destitution en tant que Non. telle. Ah non, si. Donc la Chambre des représentants demande au Sénat de juger le président des États-Unis. Enfin, de juger si il est coupable de. Et s'il est coupable, il doit partir. Hein. Pourtant, Bill Clinton a quand même été impeached et lui n'est pas parti pour autant. Non. Il y a une procédure et la procédure s'est arrêtée. N'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. D'accord. Non. Mais par exemple, quand Nixon a démissionné en 1974, je pense, enfin bon, dans les années 70, c'est parce qu'il savait que lui, les preuves étaient tellement... il est parti avant. Mais il allait être destitué, oui. L'impeachment, c'est empêcher de... Donc, c'est une destitution. Le problème, ça se fait en deux phases. Il y a la Chambre des représentants qui, elle, dit, voilà, selon nous, il faut le juger pour ça. Et elle envoie ça au Sénat, qui est la chambre la plus élevée. Mais il va se passer la même chose si c'est passé avec Clinton. C'est-à-dire que le Sénat va dire, non, il n'y a pas lieu de... Oui. Voilà. Maintenant... oui, voilà, donc c'est vraiment, oui, c'est quand même c'est pour le destituer. Hein, d'accord, ok. Maintenant, il y a probablement, ça ne fonctionnera pas, mais parce que la majorité du Sénat est républicain. Maintenant, bon, moi, je suis pas un fan de Trump, hein, tout le monde le sait, moi, tout ce qui vient des États-Unis, j'ai tendance à m'en méfier, mais je dois quand même reconnaître que la volonté depuis 2 ans et demi d'un ce qu'on appelle le deep state, d'un état profond, justement, soit à saboter, soit à destituer Trump, me pousse à le trouver parfois un peu intéressant et un peu sympathique. Mais voilà, je pense que Trump, il est là pour défendre les intérêts des États-Unis et aussi d'autres forces financières et d'autres forces politiques, etc. C'est pas un ami de l'Europe pour autant. Voilà. Ce que l'État profond américain lui reproche, c'est effectivement qu'il ne fait pas partie de l'establishment, qu'il n'a pas dû dépendre d'eux pour l'argent, et que c'est un gars qui, effectivement, je pense, ne gère pas comme c'est prévu depuis 50 ans, comme tous les présidents américains, républicains ou démocrates, font s'ils veulent ou à peu près. Là, le gars, il est quand même un peu freelance, et il est un peu chien fou, et il y a des gens qui n'aiment pas ça, et en plus, surtout, il a on dit ça souvent, on dit que, par exemple, on dit ça par rapport à Marine Le Pen et à Macron, on dit qu'on a laissé Marine Le Pen, on a tout fait pour qu'elle arrive au 2e tour, en sachant que là, Macron était sûr de gagner. Je pense que des personnes ont peut-être même boosté Trump en disant, avec lui, on est sûr que Hillary Clinton gagne. Et pas de bol, elle n'a pas gagné. Et je pense que les gens lui en veulent vraiment profondément. Et voilà, maintenant, c'est pas un ami, pas un ami de l'Europe, c'est pas un ami idéologique. C'est un gars qui a un chien fou, je pense, qui déplaît à l'état profond américain. Donc, de ce côté-là, c'est relativement intéressant. Et puis là, il a son don théâtral en plus pour énerver les gens. Et qui, je le reconnais, quand même, le jour de son élection, c'était quand même une belle journée, puisqu'on a vu tous les journalistes de gauche et même de droite pleurer à l'unisson. C'était très... Vous pourriez peut-être redonner, est-ce que c'est quasiment incompréhensible tout ce qu'il se passe au Moyen-Orient, déjà depuis 30 ans, disons depuis la guerre Iran-Irak, c'est un vrai foot. Et d'année en année, c'est de moins en moins compréhensible. Maintenant aussi, l'arrivée des Russes ces dernières années, c'est devenu vraiment un mishmash. Plus personne ne comprend plus rien à ce qui se passe sur l'état de guerre, que ce soit en Syrie, en Afghanistan et autres. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour la toute dernière question, donner un peu votre avis sur réellement, éclairer un petit peu plus nos lanternes. Je pense qu'il faudrait faire une vidéo rien là-dessus. Mais je pense que ce qui se passe là-bas est un peu similaire à ce qu'on voit à certaines choses en Europe. Je pense en particulier vous avez vu, en Europe, il y a encore 10 ans, tout ce qui était séparatisme était quelque chose d'utopique. C'est-à-dire, si vous disiez nationaliste écossais, on vous regardait en disant « Oh !» Vous disiez nationaliste catalan, « Oh !» Ceux qu'on écoutait un peu, c'était les Basques et les Corses parce qu'ils mettaient des bombes. Et depuis 10 ans, tous ces courants, toutes ces théories un peu utopistes ont été mis en avant. Et sont de plus en plus fortes. Parce que tous les médias en parlent, et tout d'un coup, ça a été boosté. Hein, la Catalogne, l'Écosse, on en parle. J'ai entendu les Savoyards dernièrement. Et je pense que ça intéresse des gens. Ça intéresse des forces que l'Europe soit morcelée. Parce que quand vous avez des mini-États,
eh bien, vous pouvez les utiliser, les manipuler les uns contre les autres. Absolument. À votre propre intérêt. Je pense qu'il y a des forces qui sont intéressées à ça. Et au Moyen-Orient, si vous regardez bien, in fine, c'est ça le but. Hein. C'est de créer, ils appelaient, certains think tanks américains appelaient le New Middle East, le nouveau Moyen-Orient, qui serait composé de petites entités. Et regardez bien, ils essayent de faire ça en Irak, ils essayent de faire ça en Syrie, c'est qu'il n'y ait plus d'Irak, mais un État sunnite, un État chiite, un État kurde. Oui. En Syrie, qui est un État chrétien, un État alawite, un État chiite, un État sunnite, un État kurde. Qui vivaient déjà très bien ensemble avant, en un seul État. Voilà. Et au Liban, même chose. Et donc, ce sera quoi? Eh bien, on va utiliser les uns contre les autres. On fait une fois la guerre aux uns contre les autres, et on les arme les uns, et puis on arme les autres. On le voit avec les Kurdes. C'est la manière dont les Américains ont aidé les Kurdes, et puis maintenant ils ont un problème avec les Turcs, et bon, ils les laissent tomber un peu, mais pas totalement, mais enfin, quand vous voyez les forces spéciales américaines qui un coup doivent aller aider les Kurdes, leur donner des coordonnées, et envoyer des forces spéciales au sol pour aider l'aviation américaine à cibler des cibles de Daesh, etc. Et puis les mêmes forces spéciales, on les retire pour les laisser les Turcs venir attaquer les Kurdes, et puis on les fait revenir, mais voilà, et ce sera comme ça, c'est ça qu'ils veulent. Je pense qu'en Syrie, personne ne veut qu'il y ait la paix. Ils veulent tous que ça continue. Ils ne veulent pas de Bachar perdre, ils ne veulent pas de Daesh gagne. Ils veulent que ça continue. Ils veulent que le chaos continue. Et voilà, c'est ça la stratégie du chaos. C'est pour ça qu'on ne comprend plus rien à rien. C'est la stratégie du chaos au Moyen-Orient. Et donc, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est un nouveau Moyen-Orient avec des petits États. Ça, c'est de un. De deux, ils ont déclenché, il faut bien le reconnaître, une guerre civile, une guerre interreligieuse dans le camp musulman. Donc, et vous vous retrouvez avec des milliers de gars qui, normalement, théoriquement, devraient être mobilisés contre les États-Unis et contre Israël, et qui aujourd'hui se battent entre eux. Parce que là, c'est une grande victoire, ça d'ailleurs, pour les États-Unis et Israël. Etc., du coup, etc. On dit d'ailleurs qu'un des noms d'un des noms de l'opération de déstabilisation en Syrie, ça a été Nid Frelon. C'est le principe de dire, voilà, toutes les sales bêtes, elles sont toutes en Syrie, et ils vont faire la guerre en Syrie, comme ça, nous, on a la paix. Donc voilà, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé. C'est arrivé, et voilà. Et donc, évidemment, tout ça est compliqué, mais bon, pour en parler en détail, c'est très difficile de résumer en 2 minutes. Oui, bien sûr. On pourrait regarder ça peut-être pour une prochaine fois d'ailleurs, ça pourrait être intéressant, puisqu'on arrive à la fin de notre entretien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et à les miennes déjà, entre autres. Voilà. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une suite. Et voilà. Voilà, merci. Bonne fin de journée.